Salut, on est sur Afterstart, votre rendez-vous football, émission spécialement forcément consacrée à la Ligue des Champions africaine d'un côté avec forcément ce triste Espérance Tunis via Casablanca et aussi ensuite Ligue des Champions UEFA avec le sacre de Liverpool. Forcément, on commence par le sommaire. D'abord, direction Rades en banlieue de Tunis, où l'Espérance Tunis a été sacrée championne d'Afrique encore une fois, mais un sacre qui pose beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations, un sacre, on va dire, au milieu de l'incompréhension. Beaucoup de choses ont été dites depuis ce match. On va revenir sur cette finale et voir un petit peu ce qui s'est passé avec quelques informations pour apporter des éléments de réponse. Ensuite, direction le Wanda Metropolitano, c'était à Madrid, forcément, vous l'avez tous vu, 14 ans après Liverpool, à nouveau sacré en Ligue des Champions. La bande à Mohamed Salah, Sadio Mané, Naby Keita et Joel Matip, les 4 Africains qui sont sur le toit de l'Europe. On va revenir sur ce sacre face à Tottenham au bout de l'ennui, diront certains. Vous l'aurez compris, il y aura beaucoup de choses à dire. Je ne suis pas seul comme chaque fois. Aujourd'hui, pour m'accompagner, Lassana Camara de Mauritanie Football, l'excellent Mauritanie Football. Bonjour Lassana. Bonjour Mansour. Et il n'aime pas ce mot-là, c'est notre insider, Abdellah Boulma. Bonjour Abdellah. Salut Mansour, ça va? Ça va. Lassana. Salut. Messieurs, forcément, on va revenir dessus parce que une fois de plus, on disait qu'il y avait des avancées dans le football africain. Et là, finale de la Ligue des Champions, grosse couverture médiatique. Le continent est devenu un petit peu la risée du monde, quelque part, avec ce semblant de finale, cette victoire de l'Espérance Tunis, on ne sait pas trop comment. En fait, on fait un pas en avant, 50 pas derrière, parce qu'on a offert sur un plateau au monde entier une mauvaise publicité du football africain. Ça passe à 3 semaines avant la CAN. Et j'imagine, à partir des quarts de finale de la CAN, quand il y aura cette VAR-là. Et là, en parlant de ce match-là à Rades, c'est tout simplement rocambolesque. Au bout de la nuit, au bout du tâtonnement, le football africain a sombré, coréen. On a tout simplement dépassé le ridicule dans cette histoire-là. Parce que c'est quoi le problème? C'est un problème de communication. La VAR, normalement, selon les informations qu'on a, ne fonctionnait pas 2 heures avant le match. Mais 2 heures avant le match, les responsables de communication qui sont là, vous appelez les capitaines, l'arbitre et tout ça, vous dites ça ne fonctionne pas, on n'en parle plus. Et ce qui s'est passé dans le match, c'est que quand il y a eu ce feu de jeu à la 72e minute, l'arbitre se tourne vers le banc, vers le banc pour voir la VAR, qu'est-ce qu'ils vont me dire. Mais les joueurs marocains, ils ont vu ça. Mais si vous voulez la VAR, on y va, vous allez voir s'il y a pénalty ou pas. C'est à ce moment-là où il y a eu le problème, quand ils ont vu que ça ne fonctionne pas. C'est vrai que je pense qu'on aura beaucoup de choses à dire sur la VAR, on va faire un gros chapitre dessus. Mais avant ça, Abdellah, comment est-ce qu'on peut expliquer que ce match n'est pas allé au bout? Comment est-ce qu'on en est arrivé là après cette finale? Allez, on a déjà vu la finale. Bon, déjà, il y avait de la tension. Exactement, c'est ça. Il y avait déjà de la tension. C'est deux clubs qui comptent parmi les plus grands clubs africains. L'Espérance l'avait déjà remporté l'année dernière. On sait pertinemment ce qui se passe autour de ce club. On reviendra dessus. On va dire les choses, on va dire clairement les choses aujourd'hui concernant l'Espérance de Tunis et ce qui se passe autour de ce club. C'est vrai qu'il y a beaucoup de soupçons dans le championnat tunisien, il y a beaucoup de clubs ça va même plus que des soupçons, c'est-à-dire qu'il y a eu des faits avérés qui concernent bien évidemment le président de la fédération, enfin, on en reparlera bien évidemment après, mais qui a la volonté, qui a le souhait depuis bien longtemps, on l'a répété à multiples reprises ici, avoir un poste important à la CAF. Et ce match, dès le départ, enfin, on a senti l'animosité. On le savait. Et d'ailleurs, lorsque ces deux équipes avaient été à l'aller, ça s'est relativement bien passé. Je parle bien évidemment autour de l'atmosphère, autour du match. Mais cette erreur de l'arbitre, cette éviction de l'arbitre égyptien, aussi rapide, et ce n'est pas la première fois que ça arrive, on reparlera du niveau d'arbitrage et de ce qui se passe au niveau des arbitres qui sont soudainement suspendus, et 6 mois après, ils réapparaissent. Mais ce n'est pas 1, 2, 3, 4, 5 cas, c'est des dizaines de cas qui sont concernés par l'une des plus grandes compétitions africaines. C'est très grave. Là, en l'occurrence, pour répondre à votre question, il y avait l'animosité déjà avant ce match. Et ce qui s'est passé, ce n'est pas du tout étonnant. Et je rejoins exactement ce que vient de dire Lassana. C'est la honte, c'est une honte, c'est pathétique, c'est inepte ce qui s'est passé, c'est avant la CAN, c'est l'une des plus mauvaises publicités qu'on ait données au football africain. Abdallah, ce qui m'étonne, c'est la duplicité. La duplicité, c'est quoi? C'est que la CAF, premièrement, ils ont pris la décision à la hâte de suspendre l'arbitre égyptien pour 6 mois. Ils l'ont suspendu au premier match. Mais on sait pertinemment pourquoi il a été suspendu. Non, mais il a été suspendu trop rapidement. Oui, mais donc, l'arbitre qu'ils ont pris, normalement, cet arbitre est connecté marocain.
Pape Gassama. Oui. Tout le monde sait qu'il a donné des millions de pénaltys à Wydad, au Raza de Casablanca. C'était l'arbitre. Lassana met les pieds dans le plat direct. Mansour, c'est le seul arbitre où en Ligue des champions africaine, je me souviens de ce match-là, le Wydad qui joue contre une équipe, que tout le public chante le nom de l'arbitre. Non, mais il y a un véritable. Gassama qui a eu ça. Donc, il était connecté marocain. Donc, c'est pour cela que l'Espérance de Tunis, en sachant que c'est cet arbitre-là qui va arbitrer le match, ils ont écrit à la CAF pour dire qu'on ne veut pas de cet arbitre-là. Mais comme l'arbitre était toujours connecté marocain, les Marocains croyaient que cet arbitre-là va les aider au bout. Donc, l'arbitre, il a tenu. Le fait que l'arbitre a tenu, que les Marocains ont pété les plombs. Mais après, on va revenir déjà sur le problème de l'arbitrage. C'est quoi? C'est un problème de niveau ou c'est plus grave que ça? Non, je pense que c'est plus profond que ça. Parce qu'on parle de niveau toutes les semaines ici. Là, on a vu ce qui s'était passé. Déjà, au niveau du jeu, c'était relativement plaisant. Au match aller au Cholo, moi j'ai regardé le match, j'ai été agréablement surpris. Après, par l'état de la pelouse, mais ça compte, Mansour. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça compte, faut en parler. Je veux dire, on crache systématiquement sur le football africain. Là, en l'occurrence, c'est deux finales. En l'état. Il y avait un bon cadre pour jouer. Il y avait un bon cadre pour jouer, il y avait toutes les dispositions nécessaires pour nous offrir une finale agréable. Téléspectateurs, spectateurs inclus. Le niveau des arbitres, là pour moi c'est égyptien. À l'aller, à part son erreur, comme il en existe tous les jours dans le monde, dans tous les championnats du monde. Et ensuite, on l'a vu aller consulter le VAR pendant 5 minutes. Il a dû prendre 5-6 minutes et il a pris la bonne décision. Et bien évidemment, ce qui a éclaté après. Quand il refuse le penalty. Quand il refuse le penalty, la fameuse, le fameux. Parce qu'il n'y a pas de certitude, effectivement. Il n'y a aucune certitude. Moi, pour ma part, il avait pris, dans le doute, il a pris la bonne décision. Dans le doute, il a pris la bonne décision. Pourquoi cet arbitre est directement, automatiquement, dans la foulée de ce match, viré et suspendu 6 mois? Mais ça n'est pas possible, bien qu'en Afrique, qu'on voit des choses pareilles. Imaginez qu'on ait suspendu l'arbitre du Real Ajax ou l'arbitre... Mais ça n'existe pas. C'est là où tu mets ta main ou ta langue sur le problème. Le problème, c'est quoi? C'est qu'Ahmad Ahmad, qui est président de la CAF, son deuxième vice-président, son troisième vice-président, c'est Fawzi Lakza. C'est le président de la Fédération marocaine de football. C'est lui, le président de la Fédération africaine de football, entre guillemets, aujourd'hui. Il fait ce qu'il veut. Il fait la pluie et le beau temps. Quand lui, il écrit à la CAF pour dire que cet arbitre-là, on n'en veut pas, il faut le suspendre. Il est de quelle origine? D'accord. C'est quoi le pédigré de ce monsieur? Il vient d'où? Qui ça? Le Fawzi. Fawzi, c'est le président de Berkane. Berkane qui reçoit les clubs africains. Voilà. Enfin, oui, je ne te pose pas la question. Je te pose pas la question innocemment. C'était pour contextualiser. Là, ça veut dire que tout à l'heure, on disait que oui, l'Espérance Tunis, il y avait beaucoup de cas avérés dans le championnat. Il y a beaucoup de clubs qui sont pleins de corruption. Ça fait longtemps que ça existe. Là, vous dites qu'il y a des collisions encore avec Berkane et le président de la Fédération marocaine. En gros, vous dites qu'on a une finale entre deux clubs, ou en tout cas un club et un président de fédération. Deux clubs qui ont le pouvoir, qui se sentent avoir le pouvoir sur la CAF. Il y en a un qui est lésé au final quand même. Il y en a un qui est lésé. Forcément. Il y a un qui est lésé finalement, donc ça débouche sur ça. Parce que le président de la fédération, En fait, il n'y a pas de différence en Tunisie entre l'Espérance de Tunis et la fédération tunisienne de football. Il n'y a pas de différence du tout. C'est vrai qu'elles sont intimement liées. On sait les relations de proximité qui existent entre le président de la fédération tunisienne, on en a parlé plusieurs fois ici, c'est M. Jarry, et l'Espérance de Tunis. Et pour eux, voir l'Espérance de Tunis monter pour la deuxième fois de suite au sommet de l'Afrique, c'est... Mais alors du coup, quand on aura suspendu tous les arbitres, mais il en restera plus. Parce qu'on va arbitrer comment nos rencontres africaines? On va aller chercher des arbitres étrangers? Mais il l'avait déjà fait, je crois. Il l'a déjà fait, mais ça va être quoi le truc? C'est un camouflet quand même dans l'arrivée là. C'est un camouflet dans l'arrivée là. Mais c'est pas la compétence. Je ne sais pas, je comprends pas ce que vous dites. Ahmad Ahmad, au début Mansour, par rapport aux arbitres, il voulait bien faire. Parce que c'est un des premiers à dire. Il voulait bien faire. C'est un des premiers à dire les arbitres, ce ne sont plus les clubs qui vont les payer. C'est la CAF qui va les payer directement. Ce qui s'est passé en Tunisie. Il y a eu beaucoup d'histoires en Tunisie. Mais il y en a encore avec Ben Garden. Il y a en Tunisie. Et toujours avec ces mêmes clubs Espérance de Tunis. Les arbitres, ils venaient, on lui donnait des gonzesses, etc. Il y avait beaucoup de problèmes. Les arbitres, on refusait de leur payer leur prime parce qu'ils n'ont pas donné un penalty. Non, mais ça va bien plus loin que l'Espérance de Tunisie. Il y a eu des paris truqués, il y a eu des matchs truqués. Là, il y a une enquête en cours concernant l'un des clubs de première division qui s'appelle Ben Garden, qui est le club de la famille de Monsieur Jarry. Donc là, il y a une enquête en cours, tout le monde le sait, et il continue dans l'impunité la plus totale. Donc, on sait pertinemment ce qui se passe en Tunisie.
Bon, attention, moi j'ai rien contre, je suis totalement neutre, j'ai rien contre les Tunisiens, Bien ni sûr. les Marocains, etc. Mais en fait- Mais il faut quand même dire les choses. Oui. Voilà, ce qui s'est passé hier, ça, comment dire, ça traduit quelque chose de plus profond. C'est ce qui se passe. On a beaucoup parlé d'Ayatou ici, Ouais. les 28 ans au pouvoir, etc. Il faut absolument qu'il s'en aille. Et on a vu un peu de lumière. D'ailleurs, je l'ai défendu à multiples reprises ici. J'ai bien beaucoup rigolé. Vous avez souri. Je me souviens de mes interlocuteurs qui souriaient systématiquement à chaque fois que je défendais monsieur Ahmad Ahmad. Mais il en a fait des bonnes choses. Il en a fait. Responsabiliser les fédérations. On va revenir sur son bilan dans quelques Mais instants. aujourd'hui, je suis totalement. Voilà, je ne comprends plus rien On à ce va qui se passe. continuer. Apparemment, donc, il y a un vrai problème d'arbitrage, mais il y a un point central lors de cette finale, c'est le fameux VAR, donc l'assistance vidéo. On nous dit ça a marché, ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. Il y a des images qui circulent où on Ça ne voit marchait pas. l'écran d'en bas où il y a des images, Ça ne mais est-ce que... fonctionnait Non, ça ne l'écran fonctionnait est allumé. pas. Ouais. L'écran est allumé, non. mais il n'y a pas d'image. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le VAR est en trois parties. Ouais, exactement, c'est ce que j'ai appris Le justement cran est parce que allé- personne ne s'est penché Ben, on est dessus. tous allés partir chercher. Tout le monde. On est tous Mais partis se grâce renseigner. à la fédération, grâce au match qui a eu lieu à cette finale, on connaît tous en fait le fonctionnement plus ou moins, le Du fonctionnement du VAR. Voilà, c'est en trois parties. Il faut qu'il y ait plusieurs chaînes nationales qui soient connectées. D'ailleurs, il y a un représentant de la fédération marocaine qui l'avait très bien expliqué. Voilà, il faut un rapport, il faut de la vidéo, il faut une télé sur place qui retransmette ce qui se passe à l'intérieur de la cellule, Oui. etc. D'ailleurs, au passage, on a oublié d'évoquer l'arbitre qui était À la vidéo, Janine Chikazoui, ouais. Voilà, C'est parce encore que lui- autre affaire. Ça, c'est encore une autre affaire, mais c'est quand même Alors, important. la question que beaucoup se posent, c'est le VAR, marchait-il pas? Les gens étaient-ils prévenus? Regardez un petit peu la réponse du président Ahmad qu'il nous a envoyé par messagerie, parce qu'il n'a pas voulu s'exprimer de vive voix pour l'instant. C'est un message qu'il a envoyé, un message rédigé. Et regardez un petit peu la version qu'il donne. Lui, il dit que le VAR ne marchait pas, que le directeur des compétitions l'avait prévenu, et les deux capitaines également, que le VAR ne marchait pas. Et donc, du coup, il a dû un petit peu s'interroger une fois qu'il est arrivé au stade. C'est quand même... C'est très grave. C'est grave. Non, c'est grave et non à la fois. Pourquoi? Le président Parce que- de la Oui, confédération s'interroge. ouais, mais imaginez, vous êtes président de la CAF, vous n'allez pas, il y a un cahier des charges. Il y a un cahier des charges. Je veux dire, il y a des gens, il y a les représentants des deux équipes. Il y a une, comment on appelle ça, une réunion technique. Est-ce qu'on peut tolérer qu'une finale se joue sans le VAR à ce niveau-là? Non, si le VAR. Après ce qui s'est passé à l'aller. Mais non, mais si on vous dit que le VAR est là et qu'il n'est pas là, non, il y a forcément vice. Il y a un vice de procédure. Il y a un vice de procédure. Normalement, on n'en s'engage pas, on arrête le match. Il y a un vice de procédure, il y a un dol. C'est ce qu'on appelle en droit un dol. Il y a un vice de procédure, il y a un vide. Donc à partir de ce moment-là, mais quel est l'intérêt pour les Tunisiens d'avoir le VAR était là, mais on avait l'impression le VAR était là, mais Abdallah, l'année Ouais. dernière, la finale de la Ligue des Champions africaine, Ouais. entre l'Espérance de Tunis et l'Ali, j'étais là. J'étais sur la pelouse. et donc J'ai vu la VAR et tout ça. Les Tunisiens l'ont débranché l'année dernière. et ça vous nous l'affirmez, vous nous le confirmez. Les Tunisiens l'ont débranché l'année dernière. Ils ont sciemment débranché. Donc ils le refont. Donc ils Sauf que cette finale-là, rien ne s'était passé. Ils ont gagné 3-0 dans les règles de l'art. Il y Je avait suis pas entièrement eu de d'accord avec ce problème qu'il dit. d'arbitrage. Attention, moi je ne sais pas si c'est débranché ou pas, Donc, cette année, mais je cette suis année, entièrement je ne sais d'accord. pas si... Non, mais Lassana, vous avez entièrement raison. En fait, on utilise le VAR, les Tunisiens, on utilise le VAR, et on l'utilise en fonction du résultat. On va l'utiliser si le résultat nous est pas favorable ou favorable. C'est en fonction du résultat. S'il nous est favorable ou favorable. Là, en l'occurrence, vous avez vu l'action? D'ailleurs, À ce moment-là, vous avez vu l'attitude de Justement. l'arbitre sur le terrain, Mansour? oui. D'ailleurs, ce qui est bizarre, c'est Ouais. qu'à un moment donné, donc là, on nous dit que le VAR ne marchait pas, que les capitaines ont été prévenus, mais il y a deux actions où on voit, d'une, les joueurs d'Espérance Tunis réclamer le VAR, et ensuite, ce sont les joueurs du Wydad. Bah oui. Comment est-ce qu'on peut réclamer le VAR, si on sait à l'avance qu'il ne marche pas? Ou bien, bien Mansour, comme la CAF, il y a un problème de communication. On va arriver dans le problème, le nœud du problème, c'est le problème de communication de la CAF. S'ils ont expliqué au capitaine, la VAR ne marche pas pour l'instant, mais on a nos techniciens qui sont en train de bidouiller. Les joueurs ils vont dire peut-être dans 5 minutes ça va se... Ah, oui, oui, mais juste, oui. mais juste avant. C'est-à-dire que dans la veille, dans la réunion, on Non. n'a pas du tout parlé de VAR, mais Voilà. juste avant le match, À on n'en a pas parlé non, on à n'en a pas parlé non plus. 2 heures avant le match, Oui. ils ont constaté que ça ne marche pas. Ouais, mais, Donc ils ont dit au capitaine que ça ne marche pas. ah, mais le capitaine marocain le nie totalement. Oui. Non, mais peut-être... Après là, c'est version contre version. Oui, ça va version être un problème. contre version. Moi, ce que j'ai compris, c'est que en expliquant au capitaine, peut-être ils n'ont pas dit que ça ne marche pas 100%, on ne s'en sert pas. Oui. S'ils ont dit qu'il y a des techniciens, parce qu'ils ont le rapport qui est sorti, il y a un matériel qui est venu de Madrid pour ce même VAR-là.
Mais les capitaines ne peuvent pas savoir si le matériel est venu à Madrid à la mi-temps, qu'ils ont réparé. Non, mais ça, c'est pas du problème, c'est pas du ressort du capitaine. Mais ça, c'est pas du ressort du capitaine. Mais il ne peut pas le savoir, non, il faut le dire. Non, mais bien sûr. Mais le capitaine, on appelle les deux capitaines, on leur explique en toute transparence ce qui se passe avec le VAR. Et visiblement, moi je ne comprends pas aujourd'hui pourquoi le capitaine marocain dit non, on n'a pas parlé de VAR. Ouais. On n'a pas parlé d'un dysfonctionnement du VAR. Je pense que le VAR était là et qu'il a été probablement, je parle au conditionnel, probablement saboté. Regardez un petit peu aussi ce qu'a répondu le président Hamad, justement au sujet d'un possible sabotage du VAR. Il indique qu'il se pose la question, il dit exactement ceci. De nombreuses personnes se posent des questions sur ce qui s'est passé, des doutes sur le sabotage de la VAR. Je ne sais pas, mais effectivement, ça m'a effleuré l'esprit. On est quand même dans une situation où même le président de la Confédération africaine de football, on arrive à penser qu'il s'est passé des choses pas nettes. Mansour, si le président de la CAF dit que ça le ferait de l'esprit, il ne veut pas le dire ouvertement, il le pense. Ouais. Il le pense. Donc ça va revenir. D'ailleurs, on rappelle qu'il a refusé de remettre le trophée et les médailles. C'est pas anodin quand même. Mais bien sûr qu'il y a eu il y a eu l'animosité sur le terrain. Il y a eu des altercations et des tensions palpables. On l'a vu, ce qui est normal au regard du déroulé du match. Mais on a vu quelques actions. On ne sait pas ce qui s'est dit exactement sur le terrain. Ouais. Mais Monsieur Hamad, les Égyptiens, pardon, c'est un lapsus révélateur. Les Tunisiens ou Marocains. Voilà, là, les Marocains voulaient absolument reprendre le match à une seule condition. Qu'on regarde les images du VAR. C'est la seule condition, parce que M. Hamad est intervenu en disant « vous reprenez le match ». Ça suffit. Les Marocains sont intervenus en disant « on reprend le match à condition qu'on voit les images ». Et d'ailleurs, là, à ce moment-là, bizarrement, la télé était fracassée. Et voilà. Et à ce moment-là, oui, la télé ne fonctionnait pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Il y a des textes, il y a des règlements. Ils sont restés quoi, 90 minutes 90 minutes, ce qui est énorme, ce qui est énorme. Donc là, on arrête le match et on connaît la suite des événements. Du coup, maintenant, voilà, on sait qu'il y a une réunion d'urgence qui va se dérouler à Paris ce mardi 4 juin. Le Wydad sera représenté par la Fédération marocaine de football et son président Fawzi Lakja. Ils vont peut-être saisir le TAS, ils vont demander de rejouer le match sur terrain neutre. Quelle suite peut avoir cette affaire? Ça serait compliqué. Il enverra de la crédibilité de la CAF dans cette histoire-là. Soit Hamad a de la poigne, il le montre. C'est toute la question. Oui. Soit il a la poigne, il le montre, il le démontre, en se détachant des Marocains. Parce qu'il a trop dans son pouvoir, depuis 2 ans qu'il est là, il a trop montré à l'Afrique qu'il est proche des Marocains. La Coupe d'Afrique, depuis toutes les 30 secondes, on disait on dit qu'il est proche des Marocains, mais au final, c'est un club marocain qui se fait avoir. Mais il faut qu'il... Là, il le montre. Qu'il n'est pas proche des Marocains et qu'il soit sévère avec les Tunisiens. Les informations qu'on a eues du Stade d'Afrique, c'est que le président de l'Espérance l'a menacé. Donc du coup, il faut que les présidents de fédération qui seront là, le comité exécutif, prennent des mesures draconiennes. Mais quelles mesures draconiennes ils vont pouvoir prendre? Parce qu'il me semble que la Fédération royale du Maroc veut absolument faire un recours au niveau de la CAF déjà. Parce qu'il y a 3 recours au niveau de la CAF. Il y en a un au niveau de la FIFA et un autre au niveau du TAS. Donc voilà, 3 recours. Pourquoi? Est-ce qu'on peut arrêter est-ce qu'on peut faire reprendre un match à la 61e, 61 minutes? C'est possible. Mais on le reprend sur quoi? Sur un 0-0 ou sur un 1-0? Mais là, ça pose problème. Et on le reprend sur VAR ou pas? Est-ce qu'on reprend sur le VAR ou non? Mais c'est impossible. Ça ferait jurisprudence. Imaginez la jurisprudence derrière. Je veux dire, mais c'est... Mais justement, est-ce que c'est pas le risque à la fin? Mais dès qu'une équipe aurait un résultat défavorable et une situation, on va dire, un petit peu compliquée, on s'arrête de jouer. La loi est claire. La VAR, c'est un support de plus. Bien sûr. La VAR n'est pas dans les lois de l'arbitrage, c'est un support en plus. Donc la VAR ne peut ne pas marcher, ça ne remet pas en cause les lois du jeu. Bien sûr. Un match peut arrêter même à la première minute. Ouais. Mais dès l'instant où un match est arrêté, plus de 45 minutes, si le résultat est 1-0, l'arbitre siffle, c'est le résultat qui compte. Sinon, on donne victoire sur tapis vert parce que le match a été arrêté. Ouais. Les Marocains n'ont pas voulu revenir, malgré ce qu'ils disent, sur le terrain. L'arbitre a arrêté le match. Donc, il y a quand même une faute. Victoire sur tapis vert, 3-0, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe partout ailleurs. Là, je ne sais pas si les recours vont aboutir. Là, je ne sais pas si les recours vont aboutir. De toute façon, on va en savoir plus sur la réunion. Mais c'est difficile de dire que le match sera rejoué. Exactement. Si la CAF fait ça, elle va se ridiculiser. Non, je ne pense pas. Enfin, moi, j'imagine que non. Je ne pense pas que le match sera rejoué. Non. Bon, écoutez, on y répondra en deuxième partie dans quelques instants, juste après cette petite page de pub. A tout de suite.
After Stade, deuxième partie, toujours accompagné de Lassana Camara et Abdellah Boulma. On va encore continuer un petit peu sur cette finale retour de la Ligue des Champions de la CAF. On a vu qu'il y avait beaucoup de zones d'ombre ou de suspicions qui sont sans doute avérées. Messieurs, on va continuer maintenant peut-être aussi sur le rôle de la CAF dans cette affaire parce que forcément, quand une finale se déroule comme ça, il y a une responsabilité. Qui c'est qui doit la prendre? Forcément, c'est qui doit l'endosser, pardon, c'est la CAF. Alors, nous, on a un petit peu, depuis ce week-end, essayé de chercher les gens de la commission de la CAF dans certaines différentes commissions. On leur a demandé de répondre à une question toute simple. Toute simple, c'est l'Espérance Tunis, à l'heure actuelle, est-elle championne d'Afrique? Oui. Personne ne nous a dit oui ou ne nous a dit non clairement. On a eu comme réponse, les médailles ont été distribuées. Ça veut dire que la CAF botte en touche quelque part. Totalement. Parce que la FIFA aussi n'a pas reconnu le vainqueur, il me semble, dans un premier temps. Monsieur Hamad a remis le trophée, non pas au capitaine, mais il me semble que c'était au président, je crois. Chose totalement improbable. Ça, c'est l'Afrique. Là, pour le coup, on est totalement dépassé par ce qui s'est passé. Et là, oui, on ne sait pas si, officiellement, l'Espérance de Tunis a gagné ce match. Et d'ailleurs, Abdallah, comment tu peux dire que officiellement l'Espérance de Tunis n'est pas officiellement l'arbitre de la sifflé l'Espérance, etc. Sur la feuille de match, c'est écrit que l'Espérance est champion. Ouais, mais sur la feuille de match. De la CAF, mais la FIFA, on l'a pas reconnu. Sur l'étude de la CAF, c'est écrit que l'Espérance de Tunis est champion. Jusqu'à preuve du contraire, l'Espérance de Tunis est champion. Ça veut dire que dans la réunion du 4 juin, normalement, il y aura pas de, ils ne vont pas revenir sur ça. Enfin, a priori, moi je trouverais un peu étrange qu'ils reviennent sur le match. J'imagine qu'on va beaucoup parler d'arbitrage. J'imagine, voilà, quand il y a un problème à régler, le fusible, c'est l'arbitre. Donc, est-ce qu'ils vont prendre des sanctions à l'encontre des joueurs marocains qui n'ont pas voulu reprendre le match ou des dirigeants tunisiens qui ont menacé Hamad? Oui, sur ces problématiques, ils vont pouvoir peut-être, ils ont une marge de manœuvre, mais sur le trophée en lui-même, sur le vainqueur, non. Enfin, je pense qu'on peut pas revenir là-dessus. En parlant de menaces, c'était le dernier échange, toujours par messagerie avec le président de la Confédération africaine de football. Il revient justement, vous avez sans doute vu des images, normalement à un moment donné, il est au milieu du terrain, il se fait un petit peu vilipender à gauche, à droite, et regardez ce qu'il dit par rapport au président de l'Espérance Tunis. Il dit clairement que le président de l'Espérance Tunis l'a menacé devant des témoins. Et il indique aussi que de grands présidents de clubs en Afrique condamnent la pratique de ce club, mais n'ont pas de preuves pour l'instant. Et donc, pourquoi la VAR marche partout, sauf à Tunis? C'est quand même lourd de sang, cette question. La VAR marche partout, sauf à Tunis. C'est le président de la CAF qui dit ça, quand même. Oui, mais en fait, il a des preuves. Je pense que c'est pour cela que cette réunion de demain sera explosive. Parce qu'ils ont des preuves que l'Espérance de Tunis triche. L'Espérance de Tunis a toujours triché, mais ils n'ont jamais été pris la main dans le sac. Donc ça reste de rumeurs. S'ils ont de preuves, il est le président de la CAF, ce n'est pas le président du TP Mazembe, c'est le président de la CAF. Donc il a des décisions à prendre. Il n'a qu'à prendre les décisions qui s'imposent. Mais je pense que Hamad, parfois, il est commentateur de son propre action. Il ne doit pas être commentateur de son propre action, il doit agir. Il parle souvent. Moi, je pense qu'en parlant, il faut qu'il parle dans un cadre. Il est le président de 52 fédérations d'Afrique. Donc, ce n'est pas le jardinier du coin qui est là. Donc, le problème de la CAF, on va revenir encore, c'est un problème de communication, c'est un problème de coordination. Quand on est président de la CAF, on doit bien s'entourer, savoir bien s'entourer. J'ai l'impression qu'il est entouré de bras cassés, même si ou peut-être des gens qui veulent aussi lui nuire, qui sont dans son... Oui, totalement. Parce que oui, c'est vrai que ce que dit Lassana est juste en partie. Mais je pense qu'au sein, on l'a déjà évoqué ici, qu'au sein de la CAF, il y a encore des anciens partisans d'Ayatou. Et ils sont nombreux, ils sont légion. Et Monsieur Hamad l'avait déjà reconnu. Il sait qu'il y a des forces, présentes, partisanes de l'ancien président. Et Dieu sait, enfin tout le monde le sait, c'est un secret de polichinelle. On sait pertinemment que ces deux-là ne peuvent pas. C'est ces deux clans qui s'affrontent encore aujourd'hui. Et je pense, enfin à mon sens, les difficultés d'Hamad viennent aussi en partie, même s'il dit qu'il est relativement serein par rapport à ça, des pressions qu'il subit au quotidien. Je ne le dédouane pas par rapport à tout ce qu'il fait, mais là-dessus, des pressions qu'il subit par les anciens d'Ayatou. D'accord. Et ce qu'il y a au-dessus.
Mais Abdallah, il faut mettre des nuances sur ça. Le plus scandaleux dans cette histoire, quand on a vu des preuves qui sortent, des fuites qui sortent de la CAF, ce n'est pas les gens de Issa Hayatou qui l'ont sorti, c'est son secrétaire général qui sortait les informations. C'est pour cela qu'il a été viré. Je n'ai jamais vu dans aucune confédération Après, il n'a pas été condamné. Il n'a pas été condamné. C'est des fuites, des rumeurs, etc., de corruption et tout ce qui. Non, il a été viré. Oui, bien sûr. Il a été viré. Donc, ces gens-là, ces informations qui sortaient, ce ne sont pas les gens d'Hayatou. Le jeune président du secrétaire général de la CAF qui l'a recruté, c'est Ahmad Ahmad qui l'a recruté. C'est la nouvelle équipe qui est arrivée. C'est vrai que c'est une nouvelle équipe qui est arrivée. Donc, les fuites venaient de son équipe. Donc là, on ne peut pas accuser l'histoire de Hayatou et son clan sur son propre équipe. C'est pour cela que j'ai dit, quand on est président... Qu'il est mal entouré. Qu'il est mal entouré. Qu'il y a une mauvaise organisation, une mauvaise communication. Mais parlons d'ailleurs de l'organisation, parce que Ahmad Ahmad, ça fait 2 ans qu'il est président de la Confédération africaine de football. On a essayé de faire un petit peu un topo de son bilan pour l'instant. Passage de la CAN à 24, passage un peu en force, rétropédalage ensuite, le fameux glissement des CAN qu'on connaît. Ensuite, il y a eu la CAN des moins de 17 ans avec les cas de fraude à ne plus finir. L'exclusion et la réintégration du club d'Ismaïli en phase de groupe de la Ligue des Champions, qui avait fait scandale. Le cahier des charges est lourd. Et maintenant, cette finale de Ligue des Champions. Ça fait beaucoup. En 2 ans, ça fait beaucoup quand même. Ça fait énorme. C'est beaucoup. Et en 2 ans, c'est vrai qu'il a, quand même fait, c'est vrai que j'ai eu tendance à le défendre à plusieurs reprises, mais là, en énumérant tous ces faits, et surtout que ça concerne des grandes compétitions, sans parler de la corruption des arbitres, mais qui a toujours existé et qui continue à se perpétuer aujourd'hui. Là, le bilan d'Ahmad est plutôt sombre. Enfin là, c'est un tableau totalement sombre là que vous avez énoncé. D'autant plus que là, on est à quelques semaines de la CAN. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui va se passer pour la CAN justement? Est-ce qu'il n'y a pas des craintes à avoir? Il y aura beaucoup de craintes. En fait, il y a 2 Afriques. Il y a 2 Afriques. Ça, c'est réel. Quand il y a des problèmes avec les pays anglophones, francophones, etc., il y a toujours des tensions, mais ça reste à un niveau. Mais quand ça touche le Maghreb, quand c'est des pays maghrébins qui sont touchés, là, les Maghrébins de nature, ils sont jusqu'au boutiste. Donc, imagine aussi des fois quand on se fait voler. Oui. Comment ça? En fait, ils sont jusqu'au boutiste. Imagine un problème de VAR en Coupe d'Afrique. Un match Tunisie-Égypte, par exemple. Ou un match Maroc-Égypte, par exemple. Bien sûr, ou le fameux Algérie-Égypte, etc., qui a été un bordel monstrueux. Il y a plus de tensions quand ces 2 équipes maghrébines... Parce qu'il y a énormément de rivalités régionales au niveau du Maghreb, mais je pense que ces rivalités, on les retrouve aussi en Afrique australe, on les retrouve dans une moindre mesure, bien évidemment, alors que là-bas, les tensions sont beaucoup plus importantes au Maghreb. Mais je pense que le problème, et tu as totalement juste, mais le problème concerne l'ensemble du continent. Et là, en l'occurrence, on parle quand même de clubs. On parle quand même de clubs, et ce qui se passe aujourd'hui au sujet d'Ahmad, on va voir ce qui va se dérouler par rapport à cette réunion. On peut appeler ça une réunion de crise parce que j'ai pas vu, on n'a pas beaucoup parlé du mot crise, on n'a pas beaucoup évoqué le mot crise. C'est une crise au final. Parce que c'est une véritable crise. Mais l'intitulé veut le dire, réunion d'urgence du comité d'exécutif. Dès l'instant où on met urgence, ça veut dire qu'il y a une crise, il y a un problème. Alors, juste messieurs, pour finir sur ce chapitre. Déjà oui, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a des champions européens derrière, il y a quand même 4 Africains sacrés. Question téléspectateurs, d'ailleurs l'occasion de rappeler que chaque fois, vous pouvez nous poser vos questions sur les réseaux sociaux par rapport au thème, nous on y répond. On en prend juste une malheureusement parce qu'on est pris par le temps. Est-ce qu'il faut en finir avec les finales aller-retour? Oui, ça, il faut en finir. Là, ça devient ridicule. Ce qui s'est passé l'année dernière. Ça dépend à quel moment. Ça dépend. Est-ce que les Africains, c'est pas totalement la question. La vraie question, c'est à quel moment pourra-t-on finir? Parce que est-ce que le continent africain est capable aujourd'hui d'organiser une finale? En terrain neutre, avec les déplacements de supporters, on n'est pas en Europe. Le risque, c'est peut-être qu'il y ait des stades vides pour une finale. Risque de stade vide, on n'est pas dans une finale unique comme en Europe ou des déplacements où on connaît la culture des Anglais, des Allemands, des Hollandais, etc., des Espagnols qui peuvent se déplacer en masse. Vous avez vu ce qui s'est passé à Bakou là récemment? Et les problèmes qu'il y a eu avec les déplacements des supporters, ça leur a coûté une fortune, c'est super loin. Bon, et le stade, ça on en reparlera, c'est un autre problème. Mais là, en l'occurrence, pour moi, l'Afrique n'est pas capable demain d'organiser une finale sur un terrain neutre, à cause des raisons que je viens d'évoquer. On aura compris, vous n'êtes pas d'accord. Messieurs, on passe à la Ligue des Champions de l'UEFA, le sacre de Liverpool.
14 ans après le sacre de 2005, une des premières remontadas d'ailleurs en finale de football. J'aime pas ce mot-là, mon soir. Ouais, mais je sais bien, je sais pourquoi ça fait mal. Ça fait encore, on sent qu'il y a des choses qui restent. Liverpool sacré. Donc on voulait que Liverpool soit champion, mais on a vu la finale la plus nulle. Ouais. L'enjeu a dépassé le jeu. Mais après, est-ce que c'est pas justement le fameux demi-finale, ça ne joue pas? Ils sont là pour gagner. Liverpool, non, mais il a totalement raison. Ils ont joué, ils ont perdu. C'est vrai. Donc là, ils jouent moins bien. Mais il a compris. Bien sûr. Un club, c'était sa 6e finale. Il avait perdu 6 finales. 6 finales. Et là, il a compris l'expérience. Il connaissait l'équipe. Et il a mis son 11 en place avec sa politique de recrutement. On a quand même du Van Dijk. Bon, ils avaient les sous quand même. Ouais. Là, on est en Angleterre avec les droits télé, c'est 2,5 milliards. On a du Van Dijk, on a du Matip, pardon. Alisson aussi on a Alisson dans les buts, 80 millions, il me semble. Pour aller loin dans une Ligue des Champions, il faut un grand gardien, un grand défenseur, élu meilleur joueur de Première Ligue. Exactement. On a un trident d'attaquants extraordinaire, peut-être un futur Ballon d'Or, je l'espère. On verra si c'est Mané. On verra peut-être Salah, ou on verra un autre, mais c'est extraordinaire, l'engouement qui s'est créé. C'est la 6e Ligue des Champions. Ils sont juste derrière le Milan AC, Real, Milan, Liverpool. C'est un club qui fascine le monde entier. Donc forcément, tout le monde attendait cette finale et Tottenham, malgré le beau travail de Pochettino, qui est là depuis 5 ans et qui n'a remporté aucun titre, là, pour club, c'est extraordinaire. Et je suis content et je suis heureux pour les supporters et pour club. Alors, il y avait une action un peu litigieuse, forcément, après même pas 30 secondes de jeu, cette fameuse main de Sissoko. Et beaucoup d'interprétations. Main, pas main, penalty ou pas penalty? À partir du moment où la main est décollée dans la surface de réparation, l'arbitre peut siffler. Parce qu'on nous dit oui, replacer un coéquipier. Ouais, mais elle a touché la poitrine avant. Elle a touché la poitrine avant de toucher l'épaule. Mais est-ce qu'il a besoin de tendre le bras comme ça, surtout qu'il n'est pas au duel à ce moment-là? Oui, mais non, mais il a tendu. C'est une question d'intentionnalité. D'ailleurs, on va arrêter avec cette intentionnalité parce que quel joueur dans la surface, à part, il me semble, Suarez en Coupe du Monde, c'était face au Sénégal, qui se jette pour arrêter. Au Ghana, qui se jette sur la ligne pour arrêter la balle. Là, on parle d'intentionnalité. Mais je veux dire que dans 90%, 95% des cas, elle est où l'intentionnalité? Là, si on juge l'action sur le moment, d'ailleurs c'était le même arbitre qui avait sanctionné M. Kipembe. Là, si on juge sur le moment, comment il s'appelle, Sissoko, en fait, se tourne pour orienter, donner une indication au défenseur qui avait derrière lui. Ouais. Mais est-ce que Mané a délibérément visé le bras? J'en doute. Ou est-ce que, pour moi, il est clairement, comment dire, c'est un penalty très dur pour moi. Mais sifflable. Sifflable, mais très difficile. Franchement, il l'aurait pas sifflé, il n'y aurait pas eu scandale. Alors là, maintenant, Liverpool est champion d'Europe. Ils sont 2e de Première Ligue. On sait qu'il y a beaucoup d'individualité dans ce club. Il y a déjà une course pour le Ballon d'Or. Est-ce qu'il y a des joueurs de cet effectif qui peuvent y prétendre actuellement, naturellement? Sadio Mané qui a renversé la vapeur. Oui, il a beaucoup renversé la vapeur. L'année dernière, on parlait de Salah et Mané, mais cette année, c'est Mané et Salah. Ça change tout. Si le Sénégal arrive au moins en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations ou en finale ou remporte la Coupe d'Afrique. Je pense qu'il faut qu'il la remporte. Il faut peut-être un titre, non, pour un des deux. Je pense que par rapport à Messi, ce qu'a fait encore Messi cette année, qui est encore sur le haut du panier, je pense qu'il faut absolument que Mané, pardonne-moi, remporte le titre avec la CAN. Et là, on pourra si le Sénégal remporte la CAN, mais ce n'est pas seulement le Sénégal remporte la CAN, si Mané fait une bonne Coupe d'Afrique, le Sénégal peut gagner la Coupe d'Afrique, que Mané soit comme Giroud. Donc c'est possible. Donc il faut qu'il fasse une bonne Coupe d'Afrique, le Sénégal gagne la Coupe d'Afrique. Et Salah aussi? Pourquoi pas Salah aussi? Et pourquoi pas aussi Van Dijk qui a été meilleur joueur de Première Ligue? Est-ce que là aussi, c'est pas un avantage? Le problème, c'est un défenseur. Mais après, oui, mais on a vu Cannavaro. Mais après, est-ce que. Cannavaro, c'était l'arnaque du siècle. Il y a eu quelques exceptions, effectivement. Là, vous citez Cannavaro, pardon. Il y avait Nedved aussi, milieu de terrain. Et c'est vrai qu'on, généralement, depuis l'arrivée au sommet de ces deux ovnis sur les 10 dernières années, 11 dernières années, parce que le dernier a été remporté par. Ça nous échappe, le dernier Ballon d'Or. Par Modric. Les 10 années précédentes, c'était Ronaldo et Messi. Ouais. Donc là, en l'occurrence, peut-être que les choses pourraient changer. Mais Lassana a entièrement raison. Généralement, on l'offre à quelqu'un de très médiatisé, de très populaire. Et globalement, est-ce que ce n'est pas ce qui leur manque, justement, quand on voit Salah et Mané? Est-ce que, quelque part, l'Afrique n'est pas automatiquement sous-représentée lorsqu'il faut faire ce genre de vote?
Non, l'Afrique n'est pas sous-représentée, c'est Quand on voit la saison qu'ils font, la Sana, et toujours qu'on nous parle de Messi, Ronaldo, etc., est-ce que quelque part, ils ne parlent pas systématiquement perdants, ils vont encore se retrouver 4e, 5e, on dira, ah c'est bien. Au niveau médiatique, les latinos-américains, ils mettent en jeu les médias latino-américains mettent en valeur leurs joueurs. Donc il y a une concomitance entre l'Amérique latine et l'Europe. Imagine Sadio Mané, il y avait un hymne, comme l'a dit Habib Beye, il y avait un hymne sur son nom. Maneno, il ne sera pas ce joueur-là, il va en parler tous les jours, etc. Mais c'est pas pareil. Ouais, mais à la décharge. Mané, c'est pas quelqu'un d'expansif, c'est pas quelqu'un d'excentrique, c'est pas quelqu'un qui va se montrer sur les réseaux sociaux, c'est pas quelqu'un. Il y a aussi cette dimension-là qu'on oublie concernant Mané. C'est pas il va pas se mettre en avant comme le fait Ronaldo, un peu moins Messi, bien évidemment, mais c'est pas des joueurs qu'on voit systématiquement sur les réseaux sociaux, etc. Est-ce que c'est pas justement ça qui leur fait défaut, ce côté un bien peu sûr, et ça on l'avait déjà public. Bien sûr, et ça on l'avait déjà évoqué ici. Je pense qu'il y a. C'est pas un problème de communication parce que je pense qu'il veut garder aussi sa vie privée. Il veut pas qu'on parle de lui. Il s'exprime. Ce qu'il fait sur le terrain, ça lui suffit amplement. Mais il manque effectivement cet accompagnement, cet engouement médiatique. Déjà des journaux et des médias africains, même des médias locaux, et le mettre davantage en avant. Et c'est vrai qu'ils partent de très loin par rapport aux Brésiliens et aux Occidentaux qui l'ont très bien compris depuis longtemps. Mais maintenant, étant donné que c'est le Ballon d'Or, ça a été repris, que ce sont des journalistes qui votent. Est-ce qu'ils n'ont pas là peut-être plus une chance parce qu'on sait qu'avant il y avait beaucoup de copinage entre joueurs? Il y a beaucoup de copinage entre joueurs, mais ça reste encore? Le vote sur les journalistes africains, ça fait combien? Tellement qu'on n'est pas solidaire aussi. Il y a beaucoup de journalistes africains qui veulent voter pour Messi. Mais oui, mais il y a toujours du copinage. Vous l'avez vu la dernière élection avec Modric, etc. Quand vous voyez les résultats, vous voyez sur le podium des choses complètement improbables, enfin des tiercés complètement improbables. Donc moi, le vote, le copinage, pour moi, ça existera tout le temps. Alors on va passer maintenant à la course pour le Ballon d'Or africain, cette fois-ci. Je pense qu'il y aura encore sans doute un duel entre Salah Mané et Mohamed Salah. Avantage à qui pour l'instant? À l'heure où on parle, avantage à Mané. Parce que l'année dernière, à Dakar, Mohamed Salah qui vient de décrocher le Ballon d'Or à Dakar, on est à la barbe de Sadio Mané. Je pense qu'il avait été élu meilleur joueur de première ligue, meilleur buteur de première ligue, Salah. Les trois. Les trois. Avec Aubameyang, oui, cette année, Mané, Salah, je te parle de l'année d'avant. Oui, l'année d'avant, mais c'est à Dakar. Le trophée, il l'a remis à Dakar. Donc Sadio Mané, à Dakar, normalement, il devrait être. Il s'attendait peut-être à être sacré chez lui. À l'avoir chez lui. Il l'a pas oui. Bon, après, cette année, c'est vrai que même si Mané était un peu en demi-teinte sur la première partie de saison, là, il a un peu explosé. Là, il joue plus collectif, etc. Enfin, il a diversifié un petit peu sa palette technique. Et c'est vrai qu'il est. Il est impressionnant. Enfin, il est très impressionnant. Et Salah était plus en dedans. Enfin, on l'a moins vu. Et plus pour les stats. C'est vrai qu'on a cette tendance. Il y a eu pas mal de critiques vis-à-vis de Salah qui apparaît juste derrière nous et qui cherchait plus le but, la stat. Mais il revient quand même de loin. Il revient quand même d'une longue blessure. Et on sait ce qui s'était passé l'année dernière en finale de Ligue des Champions. Donc oui, ça peut être un petit point d'avance pour Mané. Il manque ce grand match-là, ce grand soir-là, entre le Sénégal et l'équipe nationale du Sénégal. Mais c'est la raison pour laquelle... Il a commencé à le montrer, le match contre le Mali, où il est rentré 10 minutes à la fin. Et qui marque. Il marque le 2 buts qui donne la victoire. Je pense que depuis un certain moment, quand il y a des reportages qui partent jusqu'à son village, Bambé, je pense qu'au niveau du Sénégal, il commence à rentrer dans le cœur de tous les supporters et tout ça. Et ça ne suffit pas. Il faut davantage, il en faut ça plus. Commence d'abord sur son pays. Ouais. Quand les médias sénégalais... C'est vrai. Quand les médias sénégalais commencent à accompagner le président de la République et tout ça. Donc avant... on parlait de Sadio Mané, on ne parlait pas de Sadio Mané. Maintenant, on commence à parler de Sadio Mané. Donc, ça commence à partir comme ça. C'est de là, dès qu'il fait un grand match avec l'équipe du Sénégal, si le Sénégal est champion, ou il fait un grand... Mais c'est vrai que si vous voyez la communication qui est faite au niveau de l'Égypte, avec tous les problèmes d'ailleurs qu'il y a eu Salah, avec la fameuse compagnie, le fameux avion où il y avait les problèmes de sponsoring, etc. Où là-bas, où Salah est érigé en véritable icône. D'ailleurs, il est instrumentalisé, même politiquement, etc. Ce qui n'est pas le cas de Mané aujourd'hui. Alors qu'en Égypte, où c'est beaucoup plus important. Enfin, ce qui se passe autour de Salah, c'est grandiose. Effectivement, ça peut se jouer, mais ce qui va les départager, c'est cette CAN. Celui qui ira le plus loin au niveau de cette CAN, postulera peut-être au Graal. La CAN du 21 juin au 19 juillet. D'ailleurs, ce sera sur Sad Afrique avec une émission en direct tous les soirs. Ce sera
l'After Can qui va remplacer After Stade. On sera ici dans un nouveau décor avec plein de consultants. Ne manquez pas ça. Tous les soirs en direct. Messieurs, merci beaucoup pour votre participation. Merci. Et nous, on se Merci. retrouve forcément, chers téléspectateurs, lundi prochain, même lieu, même heure. Allez, ciao, ciao.